Bonjour, je suis Adnan Azzouzi, ravi de vous présenter cette séance d'analyse numérique destinée aux étudiants de la filière SMA semestre 4. Cette séance sera consacrée à la dérivation numérique. Je vais commencer par montrer quand est-ce qu'on calcule la dérivée numériquement. Ensuite, je vais montrer comment on passe du cas continu vers le cas discret. Je donne les formules d'approximation de la dérivée et à la fin, je donne l'ordre et l'erreur de ces méthodes d'approximation. On calcule la dérivée numériquement dans le cas où la fonction n'est pas connue explicitement, mais uniquement dans un ensemble discret. On trouve ce cas dans le calcul des expérimentaux. Ou bien dans le cas de la modélisation, lors du passage d'un problème réel vers un problème mathématique, on aboutit toujours à des équations aux dérivées partielles qui, malheureusement, on n'a pas de méthode pour calculer leur solution exacte ou bien leur solution théorique. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de calculer ces équations numériquement. Ces équations, bien sûr, on trouve la dérivée et la dérivée d'ordre supérieur de f. Donc les démarches à suivre pour le calcul de la dérivée numériquement seront les suivants. On interpole f et au lieu de calculer la dérivée de f, on calcule la dérivée de son interpolation. C'est-à-dire si Pn c'est le polynôme d'interpolation de f, on calcule la dérivée de Pn au point x0. Ou bien on utilise les formules de Taylor. Dans cette séance, on va voir les deux. Donc, avant de commencer, il y a cette notion du grand O de G. Il faut la maîtriser parce que c'est une notion très importante pour l'erreur. On dit que f est un grand O de G si f elle est bornée en valeur absolue par G à une constante près. Bon, et on note f est un grand O de G. Dans le cas où on fait de l'approximation, on est toujours devant un problème discret qui doit converger vers le problème continu. Donc, on aura un opérateur discret qui doit converger vers l'opérateur continu. Donc, on a toujours un point, une valeur de discrétisation notée h. Et l'objectif, ça serait quoi toujours? C'est que lorsque h tend vers 0, on aimerait bien sûr que l'erreur tend vers 0 aussi. Donc, dans la plupart du cas, l'erreur va être notée par un grand taux de Hn. Et A, c'est le pas de discrétisation. Donc, lorsque h elle est assez petit, la fonction taux Hn décroît comme ch à la puissance n. C'est-à-dire, plus n est grand, plus la décroissance vers 0 est rapide. Donc, par exemple, la fonction taux h3, elle décroît plus vite que taux de h carré, qui elle aussi décroît plus vite que taux de h. Plus concrètement, si on divise h par 2, l'erreur d'approximation, il va diminuer par un facteur de 2 à la puissance n. Donc, pourquoi? Il faut juste remplacer h par h sur 2 dans taux de hn. On aura un 1 sur 2 à la puissance n fois chn, qui est un grand taux de hn. Donc, on trouve un facteur de 1 sur 2n. C'est-à-dire, si je divise par 2, l'erreur va être diminuée par 2 à la puissance n. Donc, l'intérêt est que le n soit plus grand pour que l'erreur décroît rapidement vers 0. Donc, pour les calculs numériques, on dit que l'approximation, elle est d'ordre n si l'erreur est écrite sous forme d'un grand taux fois hn, d'un grand taux de hn. Donc, il n'y a pas mieux qu'une illustration pour montrer comment il fonctionne ce grand taux de h. Je reprends l'approximation d'une fonction au voisinage d'un point que vous avez déjà vu en première année. Je prends l'exemple suivant. Je prends la fonction racine 1 plus x. On sait tous qu'on peut l'approcher par un polynôme de degré 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 2 plus. Je vais rester avec ces trois approximations. Chacune des approximations a une erreur par rapport à la fonction exacte. La première, c'est un grand taux de x carré, la deuxième, c'est x3, et la troisième, c'est taux de x4. Sur cette figure, il y a les trois courbes qui sont illustrées, mais on n'arrive pas à voir comment il y a ce taux de x2 ou bien taux de x3 sur cette figure. C'est pour cela qu'on doit toujours avoir un dessin de quoi? De l'erreur de taux Hn par rapport à h. Et ceci est illustré dans une figure log-log, pas une figure qui est usuelle. Pourquoi? Parce que là, il y a des pas de discrétisation qui sont trop petits, et pareil ici. Donc c'est 10-2, 10-3, 10-4. Donc là, on a représenté un log de x, et là, c'est un log de y. Et puisque le log de h à la puissance n, c'est n log de h, le n, il va sortir de la puissance. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est le coefficient directeur ici de cette courbe, qui représente la courbe en bleu, qui est 4. Donc on peut dire ici que le coefficient directeur égale à 4,
Pour la courbe en vert, c'est le coefficient directeur égal à 3, et pour la courbe en rouge, le coefficient directeur égal à 2. Ce qui représente bien ces erreurs qui sont ici. Donc, pour voir ça, je vais commencer par calculer les erreurs des 3 approximations, chacune par sa couleur. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le rapport d'erreur qui a été fait pour chaque approximation. C'est ce que je vais faire ici. Pour la première approximation en rouge, qui était la droite, j'ai l'erreur, il diminue par un facteur de 10-2, sachant que la discrétisation, il est divisé par 10-1. Donc, on divise le x par 10-1, et le rapport d'erreur, il a été diminué par 10-2, qui est 10-1, tout à la puissance 2. C'est ce 2-là qui est en coordination ici avec le taux de x carré. Donc on comprend bien maintenant pourquoi un taux de x carré ici, parce que là il y a un 10-2, sachant que le rapport ici il a été divisé par 10-1. Et on fait pareil pour la courbe en vert, on trouve 10-3, ce qui va avec le taux de x3, et à la fin, l'erreur en bleu, c'est 10-4, ce qui est exactement ici le taux de x4. Donc toujours quand on a une erreur, on doit faire ce type de figure pour savoir l'ordre qu'on a fait pour l'approximation. Donc maintenant, on passe pour savoir approcher la dérivée numériquement. Donc je prends cette figure ici, et là, je prends un point A et un point AH. Le point A, c'est le point d'abscisse x0, là où je vais calculer la dérivée. L'objectif à la fin, c'est d'approcher le point AH vers le point A, ou bien d'approcher H vers 0. Donc, ici, dans la courbe, ici en bleu, c'est la séquente. Donc, qu'est-ce qu'il représente? Le coefficient directeur de cette séquente, c'est le taux de variation moyen de la fonction. Dans un premier point, je vais approcher le point AH. Donc, la séquente, elle a été changée, ou bien le taux de variation moyen a été changé. Je tends H vers 0 et j'obtiens une droite très particulière. C'est exactement la tangente. C'est la droite qui passe par le point H et c'est la droite la plus proche à la courbe au voisinage de ce point. Donc c'est la tangente et on dit que le coefficient directeur de cette tangente, c'est exactement le taux de variation instantanée ou ce qu'on va appeler la dérivée. Donc je regroupe les 3 figures pour voir les chemins et je résume par un calcul analytique. Donc ça, c'est un taux de variation moyen. Et lorsque je tends H vers 0, le taux moyen va devenir un taux instantané ou ce qu'on appelle la dérivée. Donc ce schéma-là, c'est ce schéma qu'on va utiliser pour approcher numériquement la dérivée. Donc ici, on note par D l'opérateur continu de la dérivée. On sait que la dérivée, c'est la limite à droite. Si on reprend la même figure de tout à l'heure ici, au lieu de prendre le AH à droite, je vais le prendre à gauche, et je fais de même, je vais approcher AH vers le A pour avoir la limite à gauche. Donc, et j'obtiens la même valeur. Donc là, c'est la limite à droite, et là, c'est la limite à gauche, c'est f de x moins f de x moins h. En combinant les deux, je peux avoir une autre limite, c'est la limite centrée. Donc les 3, c'est égal à f' de x, et pour avoir un opérateur discret, j'enlève tout simplement la limite pour avoir un opérateur discret. Le premier opérateur, je le note par prog pour dire qu'il est progressif, parce qu'on veut calculer la limite en x, et on a utilisé x plus h, ça veut dire je passe de x vers x plus h, il y a une progression. Là, c'est régressif, parce que je passe de x vers x moins h, je reviens en arrière. Et là, c'est centré, parce que j'utilise un point à droite de x qui est x plus h sur 2 et un point à gauche de x qui est x plus h, ici il y a une erreur, c'est x moins h sur 2. Donc l'objectif de ces opérations, c'est quoi? C'est de calculer pour chaque approximation l'erreur faite entre l'opérateur continu et l'opérateur discret. Donc je résume ces opérateurs discrets sur cette figure. Je prends cette droite en bleu, il représente la valeur x, ça veut dire la dérivée, il va être calculé au point x. Donc pour le premier opérateur progressif, on avait besoin de x plus h. Donc c'est pour cela que sur cette partie, je note l'opérateur progressif, discret. Et pour l'opérateur régressif, j'avais besoin de x moins h. Donc j'ajoute cette ligne où j'ai besoin de x moins h. Et j'ai l'opérateur régressif. L'opérateur centré, c'est
j'ai utilisé x moins h et x plus h. Et vous voyez ici qu'il y a un symbole de 1, et là c'est un 2. Ça, c'est l'ordre de la méthode. Ça, on va le montrer à la fin de cette séance. Pourquoi ça, c'est l'ordre égal à 1 et pourquoi cet ordre est égal à 2. Donc déjà ici, on peut dire que cette méthode, elle est meilleure que les deux premières parce qu'elle est d'ordre 2, alors que les deux premières, ils sont seulement d'ordre 1, comme on va montrer après. Donc il y a un cas particulier à discuter ici. C'est quoi? C'est les extrémités de l'intervalle. Donc supposons que je travaille sur un intervalle AB. Il y a le point d'extrémité A et le point d'extrémité B. Je commence par le A. Le A, qu'est-ce que je peux utiliser comme approximation pour calculer la dérivée au point A? Je ne peux utiliser que la forme progressive. Parce que j'ai A, je n'ai pas de valeur avant A. Donc je ne peux pas utiliser sur A la formule régressive et je ne peux pas utiliser la formule centrée. Pareil pour B. Puisque B, c'est le dernier point, je ne peux pas utiliser la formule progressive parce que je n'ai rien après B et je ne peux pas utiliser la formule centrée. Donc ici, pour le B, je ne peux utiliser que la formule régressive et en A, je ne peux utiliser que la forme progressive. Mais il y a un souci, c'est que ces deux méthodes, ils sont seulement d'ordre 1. Donc, supposons que je veux approcher dans les extrémités avec une formule d'ordre 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois chercher une autre formule progressive et régressive, mais qui sont d'ordre 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir une formule progressive? J'aurai besoin d'une nouvelle droite à droite de x, ça veut dire j'aurai besoin de deux points après x, c'est x plus h et x plus 2h. Et j'ai cette formule où il y a un moins, un 4 et un moins 3, ces facteurs, on va expliquer d'où ils viennent. Pareil pour la formule régressive d'ordre 2, j'ai besoin de x moins 2h. Vous voyez que j'ai fait en vert tout ce qui est à droite et en rouge tout ce qui est à gauche de x. Donc ces facteurs, on va voir d'où ils viennent ces facteurs. Donc j'obtiens deux formules progressives et régressives d'ordre 2. Donc maintenant, on va dire que la forme générale de la dérivation numérique, puisque la dérivée c'est un taux de variation instantané ou bien c'est un quotient de deux variations, même l'approximation elle aura la même forme. Ça veut dire qu'il y aura un quotient. Au dénumérateur, il y a h à la puissance c, et dans le numérateur, il y a le f de x, où on va calculer la dérivée, et j'aurai besoin, dépendamment de l'ordre que je veux, de x plus h, de x moins h, x plus 2h si je veux ajouter de l'ordre, si je veux que l'ordre soit plus grand, et x moins 2h, et encore plus, ça dépend de l'ordre où je veux y aller. À l'inverse de l'intégration numérique, il y a une grande difficulté pour calculer la dérivée numériquement. À cause de quoi? À cause du fait que dans cette formule, il y a un quotient et une soustraction. Alors que dans l'intégration numérique, on avait une somme de f évaluée dans les points de discrétisation. Donc on n'avait pas de quotient et on n'avait pas de soustraction. Donc pourquoi il y a un danger ici numérique? Parce que ces opérations-là, dans la plupart du temps, à des instabilités numériques. Donc il faut les manier avec prudence, ces deux opérations. Donc avant de continuer cette séance, on doit savoir qu'est-ce qui se passe pour ces opérations-là. Donc il y aura, je vais calculer déjà l'erreur de ces formules et on va revenir sur ce point que je viens de signaler maintenant. Donc pour la formule de différence d'ordre 1, progressif et régressif, ils sont définis comme tout à l'heure, avec un ordre taux de h et taux de h pour les deux. Donc l'objectif c'est de montrer pourquoi on a ces taux de h ici. Donc pour la première, ça veut dire pour la différence finie progressive, on utilise la formule de Taylor-Lagrange au point x plus h. Après, je sors ce terme ici pour obtenir f' de x moins ça égale à cette quantité. Le premier terme, c'est l'opérateur continu. Le deuxième terme, c'est l'opérateur discret progressif. La différence entre les deux, naturellement, c'est l'erreur. Donc ça, c'est l'erreur entre l'opérateur direct, l'opérateur continu et discret. Donc, puisque j'ai h fois la dérivée seconde, si ça, c'est une constante où il est majoré par une constante, on dit que ça, c'est un grand taux de h. Et c'est pour cela qu'on a un taux de h pour la première méthode. Donc là, c'est l'erreur qui est égale à un grand taux de h. Pareil, pour la différence finie régressive, je réutilise la formule de Lagrange, mais maintenant au point x moins h au lieu de x plus h. Et je fais sortir f' de x comme tout à l'heure.
j'obtiens la même que tout à l'heure, un opérateur continu moins l'opérateur discret égale à ce terme qui est l'erreur, et qui est toujours égal à un grand taux de H comme tout à l'heure. Donc, on vient de montrer les deux formules ici. Donc, je vais tracer cette erreur. Attention à la lecture de cette figure parce que je dois la lire de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que ça, il représente H dans l'axe des abscisses, et là, c'est l'erreur. Et puisque l'erreur, on commence par une erreur grande, et on va jusqu'à ce que l'erreur égale à 0, donc le H, il parcourt le sens ici. Donc, quand H, il est égal à 1, ça c'est l'erreur. Quand H, il diminue, l'erreur, il diminue, ce qui est naturel. Parce que quand H tend vers 0, l'erreur, il tend vers 0. Mais il y a un souci ici. C'est qu'à partir de 10-8 à peu près, l'erreur, il commence à augmenter. Ce qui est chaotique comme résultat. Parce que H, il continue à diminuer et l'erreur, il augmente. Donc il y a quelque chose qui ne va pas si on considère la formule de discrétisation qu'on vient de montrer ici. Parce que cette erreur, qu'est-ce qu'il dit? Si H tend vers 0, l'erreur, il doit tendre vers 0. Donc je reviens à ça et je dis, ce résultat, il est dû à quoi? En fait, lorsqu'on avait l'erreur de discrétisation, c'est l'erreur qu'on a montrée tout à l'heure. C'est entre l'opérateur continu et l'opérateur discret. Ça, c'est l'erreur de discrétisation. On savait qu'il y ait une convergence théorique. Mais en ajoutant les erreurs d'arrondi, cette notion de convergence, elle a été annulée. Donc, on n'a plus de convergence. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici dans cette figure? Là, l'erreur de discrétisation, il s'impose par rapport à l'erreur d'arrondi. Mais à partir de cet instant-là, l'erreur d'arrondi, elle a annulé cette convergence et l'erreur, il devient plus grande. On doit, comme j'ai dit tout à l'heure, maîtriser qu'est-ce qui arrive pour ces erreurs d'arrondi. Pourquoi il influence tellement le résultat qu'il annule carrément la convergence. Donc, pour l'analyse des erreurs d'arrondi, on a deux choses, c'est l'erreur d'arrondi sur ordinateur, comment il a représenté, et la fiabilité de la valeur numérique. Donc, on prend x, c'est la représentation sur ordinateur de x, tout simplement. Lorsqu'on tape 1 sur 3 sur un ordinateur, il n'est pas représenté comme 1 sur 3, parce que 1 sur 3, il y a une infinité de chiffres après la virgule, ce qui n'est pas possible sur ordinateur, parce qu'il est limité. Donc, tout ce qui est sur ordinateur, c'est juste une approximation de la valeur qu'on a donnée. Donc, on la note par x tilde. Et on calcule l'erreur relative. X moins x tilde, c'est l'erreur absolue entre la valeur et son approximation sur ordinateur, son représentation sur ordinateur. On divise par x pour que la valeur soit adimensionnée, c'est-à-dire son dimension. Et on l'appelle l'erreur relative. Et elle est majorée par cette constante ici, où d, c'est le chiffre, c'est le nombre de chiffres significatifs de la valeur représentée. Donc, avec un exemple plus concret de la soustraction, on prend x et y ainsi, et on calcule leur différence exacte qui est calculée de telle sorte. Alors que la différence approchée égale à ça, si on utilise seulement deux chiffres dans la mantis. Qu'est-ce qu'on remarque? On va calculer l'erreur relative, on va la majorer, et on trouve qu'elle est inférieure à 1 sur 2, 10 moins 1. Si on revient à cette formule, le d, elle est égal à 1. Ça veut dire que le nombre de chiffres significatifs pour cette soustraction, elle est seulement égal à 1. Alors que les deux chiffres, ils possèdent plus de 13 chiffres significatifs. Donc, on a perdu énormément d'informations dans cette soustraction ici. Donc, cette opération de soustraction, elle a donné des propagations d'erreurs et dans la plupart du temps, il donne à des calculs numériquement instables. Et c'est ça qui a causé tout à l'heure que l'erreur devient grande à partir d'un certain rang. On voit de près cette notion. Il y a autre notion qu'il faut maîtriser dans les erreurs, c'est l'erreur due à la perturbation des données. Donc, un exemple plus concret, on veut résoudre un système linéaire, on prend la même matrice A et on perturbe un peu le second nombre B. Ça veut dire ici la différence elle est seulement de 0,1 pour le deuxième vecteur. Qu'est-ce qui arrive? Pour la solution exacte ici, c'est seulement 1 à 1. Alors que la solution pour cette perturbation, elle est 9.2, moins 2,6, 4,5 et moins 11. Et elle est très loin de la valeur ici. Ça veut dire, avec la même matrice A, avec une petite perturbation de B, on arrive à des solutions
qui sont très loin. Et ça, c'est très dangereux numériquement. C'est ce qu'il faut vraiment maîtriser. On dit que c'est un problème mal conditionné. Ça veut dire que la méthode, elle est la même. Et puisqu'il y a une perturbation de données, on arrive à un résultat qui n'a rien à voir avec la solution attendue. Donc, ces deux types d'erreurs qu'on vient de voir maintenant, il faut bien les maîtriser avant d'entamer n'importe quelle approximation numérique. Sinon, on risque d'avoir des résultats qui n'ont rien à voir avec les résultats attendus. Donc, je montre l'erreur de la formule des différences finies en utilisant les erreurs de discrétisation seulement. Et après, je vais faire intervenir les erreurs d'arrondi pour voir comment il influence sur le résultat. Donc, j'utilise la formule de Lagrange en x plus h jusqu'à l'ordre 3. Je fais de même, mais au point x moins h. Je fais la différence des deux équations pour obtenir cette formule. Ici, je vais utiliser la moyenne des deux pour avoir un nouveau xi ici. C'est la dérivée troisième au point xi. Et j'obtiens quoi? J'obtiens un terme ici qui est l'opérateur discret centré, qui est égal à l'opérateur continu, plus un terme. C'est ce terme-là qui est l'erreur entre l'opérateur discret centré et l'opérateur continu. Et on voit qu'il y a un h carré fois la dérivée troisième. Si cette dérivée troisième c'est une constante, là, c'est un taux de h carré parce qu'il y a un h carré. Et c'est pour cela que la formule de la différence centrée, elle est d'ordre 2. Maintenant, si on suit le même schéma de tout à l'heure, si h il tend vers 0, cette erreur tend vers 0 théoriquement. Mais on n'a pas mentionné les erreurs d'arrondi, c'est ce qu'on va faire dans le diapo d'après. Donc maintenant, on fait intervenant les erreurs d'arrondi. L'erreur ici, de l'erreur entre l'opérateur discret et centré, direct, c'est y sur h plus c sur 6h au carré. C'est ce terme qui vient d'être ajouté en utilisant les erreurs d'arrondi. Donc la preuve, elle est ainsi. Donc ça, f' de x, c'est l'opérateur continu, elle est égale à l'opérateur discret plus l'erreur qu'on vient d'obtenir. Mais là, je dois intervenir les erreurs, je dois voir les erreurs ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'écris f de h comme étant l'approximation plus l'erreur d'arrondi. Donc là, je fais exprès de sortir l'erreur d'arrondi ici. Et je le fais pareil pour f moins h. Donc, je remplace ça par sa formule ici. Donc, j'aurai f de h moins f de moins h. J'aurai un terme pour tilt plus un terme de l'erreur d'arrondi. Donc, ce terme-là, il a été divisé en deux termes. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Au début, cette quantité-là, c'était l'opérateur de discrétisation de tout à l'heure, sans prendre en considération l'erreur d'arrondi. Mais le terme en rouge, c'est exactement l'erreur d'arrondi. Donc, on doit le faire sortir de l'opérateur discret et le faire aligner avec l'erreur de discrétisation. Et comme ça, on aurait un terme ici, l'opérateur de discrétisation, il devient seulement ce terme. Donc, maintenant, c'est l'opérateur de discrétisation avec les termes approchés. Et ce qui reste, c'est l'erreur de cette approximation. Donc, dans cette erreur, il y a deux termes. Il y a l'erreur de discrétisation et il y a l'erreur d'arrondi. Et si on majore les deux, là, on va la majorer par une constante, c'est y, et là c'est h, c'est y sur h, et la deuxième, c'est c sur 6 fois h au carré. Et c'est pour cela qu'on obtient cette majoration ici. Comment on lit cette majoration? Si h est grand, le epsilon il est généralement faible. Au contraire, si h diminue, alors epsilon il devient grand. Donc l'objectif, c'est d'avoir un minimum entre les deux. Ça veut dire quoi? On cherche la valeur h pour qu'on obtienne le minimum de cette erreur ici. Et on sait que pour obtenir le minimum d'une fonction, on doit juste faire sa dérivée. Donc en calculant sa dérivée, on trouve que le h qui annule la dérivée, elle est égale à la racine cubique de 3 epsilon sur c. Donc si c, c'est la dérivée seconde de f, donc si pour une fonction exacte, on a ce facteur c, on peut calculer h théoriquement. Donc, bien sûr, en général, on n'a pas ces valeurs, mais dans le cas où on a utilisé tout à l'heure la figure de l'exponentielle, on a cette valeur de c, et on peut trouver le h qui était tout à l'heure égal presque 10 moins 8.
Donc, on voit de près les erreurs qu'on vient de faire avec la formule progressive, avec l'opérateur régressif, avec l'opérateur centré, pour approcher la dérivée au point zéro de la fonction exponentielle x plus 1. Donc, il y a 3 erreurs, chacune avec une couleur différente. On trace l'erreur de chacune des méthodes par rapport à h dans un repère toujours log-log. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que la courbe en bleu décroît plus rapidement que les courbes en rouge et en vert, ce qui est naturel puisque ça c'est l'approximation d'ordre 2 et les autres ils sont seulement d'ordre 1. Autre remarque, c'est que pour la formule, pour la différence centrée, à partir de 10-5, on ne peut pas utiliser cette approximation parce que l'erreur il commence à augmenter. Et pour les deux premières méthodes, progressives et régressives, à partir de 10-8, on n'a pas le droit d'utiliser ces approximations parce que l'erreur devient plus grande. Comme tout à l'heure, dans ces erreurs, on voit exactement que à partir de 10-8, les erreurs ici, ils commencent à augmenter après. Et ici, pour l'erreur centrée, à partir de 10-5, l'erreur il commence à augmenter. Et ce qui nous intéresse, comme tout à l'heure, c'est l'ordre de l'approximation. Donc, qu'est-ce qu'on calcule ici? On calcule le taux de variation de l'erreur, qui est égal à 10-1. Et puisque la division ici, on divise le pas par 10-1, et l'erreur, elle est diminuée par 10-1, donc c'est exactement le taux de H ici, donc H1 ici. Et pareil pour la courbe en vert, on trouve une erreur de 10-1, ça veut dire que la méthode est d'ordre 1, alors que l'erreur en bleu, on trouve que 10-2 comme taux d'erreur, c'est pour cela qu'on a un H carré pour la courbe en bleu. Donc, jusqu'à maintenant, on a utilisé les formules de Lagrange. Maintenant, on va montrer comment on retrouve les mêmes résultats, mais en utilisant l'interpolation polynomiale. Donc, avec l'interpolation polynomiale, on va utiliser la base de Newton. Donc, je rappelle que pour un polynôme, par exemple, de degré 3, il s'écrit sous la base de Newton avec des constantes. Comment on retrouve ces constantes? Avec un tableau où la première colonne, elle est réservée au xi, la deuxième à l'image de xi avec la fonction f, et la troisième colonne, c'est les différences divisées. C'est-à-dire, pour calculer f de x0, x1, on a besoin de la différence de ces deux valeurs divisée par la différence de celle-ci. Pareil pour la deuxième, c'est toujours la différence des deux valeurs juste avant divisée par x2 moins x0. Là, il y a un décalage de 1 parce qu'il y a deux valeurs ici. Et pareil pour la troisième. Si on passe à la quatrième colonne, on va retrouver les mêmes calculs. Ça veut dire pour calculer cette valeur, on a besoin des deux dernières, juste les deux dernières, la différence entre les deux, divisée par ça. Pareil pour la troisième. Et la dernière valeur pour ce tableau, ça serait cette différence divisée avec 4 valeurs, qui est calculée par les deux dernières, divisée par x3 moins x0. À la fin de ce tableau, on a des valeurs sur la diagonale. C'est ces valeurs qui sont les coefficients du polynôme d'interpolation dans la base de Newton. C'est-à-dire gamma 0, c'est ça, gamma 1, c'est ça, gamma 2, c'est ça, et le dernier terme, c'est gamma 3, le dernier coefficient de la base de Newton. Donc, on va retrouver la formule de la différence différence finie d'ordre 2 pour f' de x avec l'interpolation polynomiale. Donc, puisqu'on a utilisé les deux points à côté de x, on va faire l'interpolation dans les points x où je dois faire la dérivée et dans les deux points à côté, à droite et à gauche. Ça veut dire x moins h sur 2 et x plus h sur 2. Vous remarquez que j'ai fait ici h sur 2 et là j'ai h. Si j'utilise h ici, j'aurai ici 2h. Donc, le polynôme d'interpolation sur ces trois points, il s'écrit ainsi dans la base de Newton. Qu'est-ce que je dois faire? Puisque P2 elle est proche de f, au lieu de dériver f, je vais dériver le polynôme d'interpolation et j'obtiens cette formule qui est exactement l'opérateur de différence centré. Maintenant, une fois qu'on a retrouvé l'opérateur centré, discret, je dois retrouver l'erreur ici. Pareil, entre un polynôme d'interpolation et la fonction, on a une formule d'erreur. Cette erreur-là, elle est égale à cette fonction qui est la base de Newton, multipliée par la dérivée troisième de f en un point xi. Donc ça, c'est l'erreur, parce que l'erreur, c'est f moins p, c'est égal à 1 3 fois ça. Donc, pour calculer l'erreur, il fallait juste qu'on calcule la dérivée de e. Donc, si on dérive n3', on trouve moins h carré sur 4.
Et si on remplace cette quantité, on trouve que la dérivée de l'erreur d'interpolation, c'est égal à h carré sur 24 fois la dérivée troisième, ce qui est bien un taux de h carré. Et on retrouve exactement la formule qu'on a trouvée au début. Donc, en utilisant l'interpolation polynomiale, mais dans les points x plus h et x plus 2h, on retrouve la formule de différence finie progressive qui donne, comme j'ai expliqué au début, l'approximation dans les extrémités. Et pareil, si je fais l'interpolation pour les points x moins h, x et x moins 2h, j'obtiens cette différence définie régressive. Et de la même manière, le passage de f à f', je fais pareil pour passer de f' à f seconde, et là, j'obtiens les formules de différence finie pour approcher f seconde. Et j'obtiens 3 différences finies, une régressive, une progressive et une centrée. Les 2 premières, ils sont d'ordre 1, alors que la troisième, elle est d'ordre 2. Ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.